Bonjour et bienvenue aux élèves de Madame Etier, Monsieur Victor et Madame Pilot 2. Bienvenue à votre défi de conception. Je m'appelle Timothée Clochard et je suis le vice-président externe de Space Concordia. Je m'occupe de toutes les activités externes qui servent à apprendre à des étudiants tels comme vous, à de différents niveaux, de la maternelle jusqu'à l'université, sur toutes les activités que nous fournissons et tout ce qui se passe, tous les projets qui se réalisent dans l'espace. Donc maintenant, qu'est-ce que fait Space Concordia à notre club? Très bonne question. Nous sommes un club de l'Université de Concordia dans Montréal qui participe à de diverses et variées compétitions et projets orientés vers l'espace. Nous nous occupons aussi d'informer et d'éduquer le public de nos recherches pour mieux informer les communautés autour de nous sur les incroyables découvertes de l'espace. De même, nous travaillons côte à côte avec des agences spatiales comme celle du Canada, celle de l'Europe, donc la ESA, et même celle un peu plus populaire des États-Unis, la NASA, ainsi aussi que d'autres compagnies orientées vers l'espace. Notre club a humblement débuté il y a à peu près 10 ans par un groupe d'étudiants et un professeur qui s'appelait Scott Gleason, qui voulait participer à un concours de construction de satellites. Ce groupe a donc formé un club qui s'appelle bel et bien Space Concordia. 2 ans plus tard, ils ont remporté la première place dans la compétition et ont continué à remporter des prix et dans d'autres compétitions tout autour du globe. Aujourd'hui, nous sommes maintenant séparés en 4 divisions. Il y a Rocketry, Spacecraft, Robotics et Space Health. L'équipe Spacecraft a continué le chemin pris par la première équipe en participant à la construction de satellites, comme le satellite Alexander que l'on voit sur le diaporama ici. Aujourd'hui, il se focalise sur la construction du premier satellite qui sera mis dans l'espace en 2022. Ce satellite, plus couramment appelé un CubeSat, est un petit cube de la taille d'un grille-pain, ou plutôt 3 U. Donc, un U est une unité qui signifie un petit cube de 10 cm en hauteur, largeur et longueur. Il sera mis en place dans un orbite d'une hauteur de 350 km et prendra des photos des côtes de la Namibie et du Pérou. Ensuite vient l'équipe Rocketry, qui, comme le nom suggeste, construit des fusées. Depuis sa conception en 2015, Rocketry participe aussi à des compétitions dans le monde entier pour avoir la meilleure fusée. Elle remporte plusieurs médailles avec ses fusées Arcturus, Aurelius, Maurice et Supersonice. Cette dernière fusée, Supersonice, est la première fusée de Space Concordia allant plus vite que la vitesse du son, soit 1,8 fois plus vite. L'équipe cherche maintenant à aller plus loin que le ciel même. Elle participe maintenant à une compétition mondiale où la première université qui met une fusée dans l'espace, soit 100 000 pieds en altitude, gagne 1 million de dollars. La troisième équipe du club se nomme Robotics et est responsable de construire des rovers. Un rover est une machine envoyée sur une autre planète pour faire des expérimentations scientifiques sans l'intervention d'un astronaute. Cette équipe, conçue en 2012, a donc aussi participé à des compétitions dans le monde entier comme en Pologne ou aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont en train d'améliorer un rover déjà construit par eux dans le passé, capable d'analyser la Terre pour repérer des traces de vie pour pouvoir gagner des prix dans d'autres compétitions. La dernière division est Space Health, qui est responsable de construire des expérimentations scientifiques pour avoir comme but d'être réalisées dans l'espace. Cette équipe vient tout juste d'être créée en 2019 et réalise pour le moment une expérimentation sur comment réagit l'ADN humain aux effets de l'hypergravité, ou une forte gravité, et de la microgravité, ou une petite gravité. Cela se réalise souvent quand, par exemple, la fusée monte vers l'espace à une vitesse assez incroyable. Avec cette grande vitesse, la gravité s'accumule sur les astronautes, de telle façon qu'on appelle cette gravité assez incroyable l'hypergravité. Ensuite, on a la microgravité, où quand pratiquement il y a zéro gravité, ou la 0G, et ça c'est quand les astronautes sont dans l'espace, comme par exemple dans la Station internationale de l'espace, où il y a très peu de gravité. On appelle ça logiquement la microgravité. Cette expérimentation va pouvoir aider les astronautes à aller plus loin dans leur voyage dans l'espace. Après avoir vu le club, passons aux choses plus sérieuses. Nous allons vous présenter un défi que vous allez entamer dans les 6 semaines qui viennent, un défi d'ingénierie et environnemental. Le but des défis est de résoudre un problème qui menace l'environnement de notre planète, en utilisant les bases de l'ingénierie et de projet. Nous allons vous donner ces bases et vous allez inventer une solution au défi choisi par votre professeur. Le problème environnemental est le suivant: les débris dans l'espace.
Un débris spatial dans le domaine de l'aérospace est un objet artificiel circulant sur une orbite terrestre, amené là dans le cadre d'une mission spatiale et qui n'est pas ou plus utilisé. Ce sont d'anciennes sections de fusées ou de satellites lancés dans l'espace qui orbitent tout autour de la Terre sans jamais revenir sur le sol. Un débris peut avoir la taille de quelques millimètres jusqu'à la taille d'un bus scolaire. Le United States Strategic Command, qui les référence dans un catalogue public, recense en 2019 5400 objets de plus de 1 mètre en orbite géostationnaire, 34 000 objets de plus de 10 cm circulant en orbite basse, dont 5000 satellites et 2000 satellites actifs, et selon un modèle statistique de l'Agence spatiale de l'Europe, 900 000 objets de plus de 1 cm et 130 millions d'objets de plus de 1 mm. Pour résoudre ce problème grave, vous allez être placé dans deux groupes de 8 à 12. Cette grande équipe sera ensuite divisée en plusieurs sous-équipes. Chez vous ou à l'école, vous allez pouvoir résoudre le problème avec 2 semaines de délai pour la proposition d'idées et ensuite 4 semaines pour la présentation finale. Vous faites cela pour vous informer sur les problèmes de notre planète et de tenter de les résoudre avec une pensée d'un ou d'une ingénieur. Il est tout aussi important de s'informer sur les soucis de notre planète, qui hantent nos animaux préférés et surtout menacent notre vie sur notre propre Terre. Pour la proposition d'idée, il va falloir que vous présentiez devant un jury une section qui explique la machine ou le robot que vous voulez construire. S'assurer que le mécanisme du robot est bien un mécanisme vert. On ne veut pas évidemment ajouter plus de pollution en construisant un autre mécanisme. Ensuite, s'assurer que la machine résout bien le problème d'une manière critique. Avoir un dessin technique de la machine, nous allons voir plus tard qu'est-ce que c'est un dessin technique. Avoir une stratégie sur comment votre projet va avancer au cours des 4 semaines, ça aussi on va voir plus tard. Et un rapport qui raconte en détail le problème environnemental qui vous a été choisi. Ensuite, pour la présentation finale, vous allez devoir présenter devant un jury la construction finale de votre machine ou votre robot. Cette construction sera faite en utilisant des objets recyclables, comme des conteneurs de baies, des pots de yaourt, des tubes en carton, une boîte en carton, sac d'épicerie, etc. Il va falloir aussi que vous présentiez le mécanisme de votre machine ou votre robot, comment il résout le problème, les avantages et les désavantages, les différents types de matériaux utilisés, le dessin technique mis en place pendant la proposition d'idées, et finalement un rapport de comment votre projet a progressé par rapport à la stratégie mise en place pendant la proposition d'idées. Donc, pour cette présentation finale, il faut que je clarifie aussi que vous n'allez pas construire un robot. Je ne vous demande pas de construire un robot en 6 semaines. Même pour moi, un ingénieur, c'est impossible. Je vous demande de construire un modèle, comme un projet d'art, qui replique la forme de votre machine ou votre robot. Donc si vous, par exemple, votre idée c'est un vaisseau spatial, vous allez avec des bouts de carton ou de la peinture et de la colle construire un modèle de votre vaisseau. Donc, maintenant passons au dessin technique. Il va falloir d'abord connaître à quoi sert un dessin technique. Un dessin technique, c'est un dessin d'un produit comme un bout de Lego, le moteur d'une voiture, une lampe de table, un POC de hockey, etc. dessiné par des ingénieurs pour ensuite l'envoyer à des fabricants dans des usines pour construire le produit. Ces dessins techniques sont souvent faits par des ingénieurs de n'importe quel type, comme un ingénieur électrique ou un ingénieur d'aérospace. Alors que contient ce dessin technique de si important pour pouvoir produire les objets que nous utilisons tous les jours? Un bon dessin technique va avoir des dimensions, des différents angles de l'objet, il y en a au moins 3, il faut avoir au moins 3 angles sur l'objet, des sections de l'objet ou des bouts coupés de l'objet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, si l'intérieur de l'objet est très important, l'utilisation des lignes dans le contexte approprié et une liste de matériel utilisé. Donc ça c'est très important d'avoir tous ces objets, tous ces critères dans un dessin technique, c'est ça qui va permettre à un ingénieur de construire et de réaliser son produit. Si le dessin technique manque par exemple un angle ou il n'a pas utilisé la correcte ligne, cela risque de produire un produit qui n'est pas réalisable ou qui est dangereux pour être utilisé dans un cadre public. Par exemple, si un dessin technique est mal fait pour une voiture,
et que cette voiture est réalisée tout autour du monde et que en fait cette voiture n'est pas du tout utilisable pour tous les conducteurs, cela peut être très 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 dangereux. Donc le fait qu'un dessin technique soit fait d'une manière correcte, c'est très important. Maintenant on va passer aux lignes justement, de ce que je parlais, les lignes c'est un peu le langage utilisé dans le dessin technique, c'est les mots qu'on utilise pour traduire notre produit aux fabricants dans les usines. Donc les lignes les plus utilisées dans un dessin technique sont les suivantes. On a tout premièrement les lignes lourdes qui représentent le contour des objets. Donc si par exemple je prends ce stylo, si je veux symboliser le contour de ce stylo, je vais dessiner le contour du stylo pour représenter sa forme. Ensuite, on a les lignes fines qui représentent les lignes de section. Pour comment nous l'avons dit auparavant, on va couper l'objet en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si par exemple, on reprend l'exemple du stylo, je veux montrer l'encre qu'il y a à l'intérieur du stylo. Je vais utiliser cette ligne, je vais la mettre ici perpendiculairement à mon stylo, et dans un autre dessin, je vais montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur pour montrer l'encre à l'intérieur de mon stylo. Ensuite, on passe aux lignes coupées qui représentent les contours d'objets cachés derrière un autre contour. Donc, pour expliquer ça un peu plus précisément, on va prendre mon portefeuille, voilà. Et donc logiquement, si je veux représenter la forme de mon portefeuille, je vais utiliser les lignes lourdes tout autour de mon portefeuille. Maintenant, si mon mécanisme, il a un stylo derrière mon portefeuille et que je le passe derrière, comment est-ce que je veux que je m'assure au fabricant dans l'usine sache qu'il y a un stylo derrière mon portefeuille? Et bien justement, je vais utiliser les lignes coupées pour représenter le contour de mon stylo. Comme ça, il sait que mon stylo est bien derrière mon portefeuille. Ensuite, il y a les lignes avec des grandes et des petites sections qui représentent les centres de cercle et des angles. Ça, on verra juste après pour les dimensions. Ensuite, il y a les lignes avec les flèches qui représentent aussi les dimensions. Et ensuite, les lignes lourdes et dentelées qui représentent aussi les sections d'objets d'une manière un peu plus simple. Donc si vous, par exemple, vous voulez juste montrer un petit cercle sur le portefeuille pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, vous utilisez ces lignes dentelées et vous pouvez dessiner directement à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur de votre portefeuille. Donc voilà toutes les lignes. Maintenant, on va passer aux dimensions. Les dimensions dans un dessin technique sont très importants. Ils indiquent la valeur d'une longueur et comme la longueur d'une ligne, l'angle entre deux contours ou le diamètre d'un cercle, ou plutôt la distance entre les deux points les plus éloignés sur le cercle. Il y a deux facteurs importants lorsqu'on met nos dimensions. Premièrement, il ne faut pas avoir de dimensions qui montrent la même chose. Et deuxièmement, entrer exactement le nombre de dimensions dont vous auriez besoin, ni plus ni moins. Donc voilà, ça c'est souvent aussi quelque chose qui rend les dessins techniques non utilisables. C'est parce qu'il y a soit trop de dimensions, ce qui cause beaucoup trop de confusion, ou pas assez, ce qui cause aussi, même chose, trop de désorganisation. Maintenant qu'on sait utiliser les lignes et les dimensions, il faut suivre les étapes suivantes pour finalement avoir un bon dessin technique. Premièrement, choisir les différents angles qui vont bien montrer tous les aspects importants de votre invention. On va reprendre par exemple mon portefeuille. Je veux montrer mon portefeuille dans toute son entièreté. Donc là par exemple, il y a un clip ici, ça c'est important. Si je veux que mon produit soit bien réalisé, je veux montrer ce clip et donc je vais bien sûr utiliser cet angle. Je vais ensuite montrer aussi que mon porte-monnaie il a un peu d'épaisseur, donc bien sûr je vais montrer cet angle aussi. Et ensuite on peut montrer aussi la longueur sur le côté de mon portefeuille et après là j'aurai tout donné à l'usine pour réaliser ce même produit. Donc souvent, comme j'ai dit auparavant, on va utiliser très souvent 3 angles, mais c'est très possible soit d'en utiliser seulement 2 ou plusieurs. Donc deuxièmement, après avoir choisi ces angles, vu que votre machine ou robot soit trop petit ou trop grand pour être mis sur une feuille de papier,
il va falloir appliquer une échelle. Une échelle fait qu'on le remplace, par exemple, la taille de notre objet. Si, par exemple, je prends cette gourde, qui bien évidemment est trop longue pour être dessinée sur un bout de papier. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais dessiner cette gourde, mais d'une manière plus petite, sur mon dessin. Un peu comme sur les cartes géographiques, on n'a pas exactement la taille de la Terre sur un bout de papier, c'est bien évidemment rendu beaucoup plus petit, comme ça on peut tout voir. Donc c'est la même chose avec les dessins techniques. Si par exemple vous avez un vaisseau spatial qui fait 30 mètres de longueur, vous allez bien évidemment pas utiliser 30 mètres de longueur sur un bout de papier. Donc c'est pour ça ce qu'on appelle, on utilise une échelle qui remplace par exemple 1 mètre dans la vraie vie, c'est 1 cm sur mon dessin. Ensuite, troisièmement, on va ajouter les lignes appropriées. Donc ça c'est ce qu'on a repris juste auparavant. Quatrièmement, ensuite on ajoute les dimensions. Et cinquièmement, retoucher le dessin pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur ou de dimension oubliée. Donc ça c'est vraiment très important, ça reprend le fait qu'on ne veut pas avoir d'erreur sur notre dessin. Un autre aspect que vous allez devoir réfléchir, c'est le matériel. La sélection du matériel est quelque chose de très important lorsqu'on construit une machine. Il faut que le matériel que l'on choisit soit capable de survivre dans l'environnement où il sera placé. Par exemple, une boîte en plastique ne va pas pouvoir survivre dans la lave. Il va falloir donc s'assurer que le matériel choisi pourra survivre les conditions extrêmes d'un environnement. Dans le cas du projet, nous vous demandons de fabriquer quelque chose avec des objets recyclés, ce qui n'est bien sûr pas quelque chose de très solide non plus. Alors, vous allez devoir présenter dans la présentation finale le matériel idéal qui pourrait remplacer vos objets recyclés que vous utilisez dans votre modèle dans l'environnement que vous allez placer. Logiquement, l'espace, on en a parlé, ça affecte l'hypergravité. L'hypergravité, il y a la microgravité, il y a les températures extrêmes du soleil, les températures extrêmes lorsque nous sommes au côté sombre de la Terre. Bien évidemment, il y a beaucoup de conditions extrêmes que je vais vous laisser rechercher. Pour connaître déjà un peu de quel type de matériel vous pourriez utiliser, nous allons apprendre déjà quelles sont les 3 familles de matériel qui existent et leurs propriétés. Premièrement, il y a les métaux, ça c'est les plus populaires. Des métaux communs sont le fer, le cuivre, l'or, l'aluminium et le zinc. Ils sont en général très forts, capables de résister à de très fortes et très petites températures. Ils sont aussi connus pour être très ductiles, ou la définition de ductilité, c'est facilement capable de se déformer quand on applique une force. Et ils sont aussi très lourds et corrosifs. Donc quand il y a l'eau salée qui touche le métal, ça peut facilement enlever de petits bouts de métal dans la mer. Mais bon, dans votre cas, ça ne va pas s'appliquer. Revenir pour la ductilité, donc c'est quelque chose d'assez important parce que ce qu'on appelle la ductilité, c'est quand j'applique une force par exemple sur ce stylo et au lieu de se casser immédiatement, il va commencer à se plier. Ça c'est ce qu'on appelle la ductilité. Le plus il se plie, le plus il est ductile. Et chez les métaux, ça s'applique très bien. Pratiquement beaucoup des métaux sont très ductiles. Le contraire de la ductilité, c'est quand je prends par exemple ce petit bout de bois et quand je le casse, il se casse immédiatement. Comme ça. Bon, là, il s'est plié un tout petit peu, il a eu un peu de ductilité, mais normalement, quand c'est quelque chose qui n'a pas de ductilité, il se casserait immédiatement. Il se plierait pas du tout. Ensuite, deuxièmement, il y a les céramiques. Donc ça, c'est ce qui constitue tout ce qui est fait en verre, en pierre ou en argile. Ils sont connus pour être les plus forts des matériaux, tellement forts qu'il existe toujours des constructions aujourd'hui, vieux de quelques milliers d'années. Donc construits entièrement en pierre, comme par exemple les pyramides de Giza, le phare d'Alexandrie ou les aqueducs romains, qui existent toujours alors qu'elles ont été construites il y a des milliers d'années. Le céramique le plus fort d'ailleurs, qu'on connaît tous très bien, c'est le diamant. Le désavantage du céramique, c'est qu'il est extrêmement lourd. Vous avez déjà essayé de porter une grosse pierre, ça c'est très lourd, c'est très difficile. Évidemment, utiliser cette ressource, le céramique,
je ne l'utiliserai pas forcément dans le contexte de l'espace parce que envoyer quelque chose de très très lourd dans l'espace, ça coûte très 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 cher. Ensuite, la dernière est la famille des plastiques, que l'on connaît bien pour nos jouets, nos ordinateurs, nos bouteilles, nos sacs, etc. C'est la famille la moins forte, donc qui se casse la plus facilement, mais la plus ductile. D'ailleurs, l'exemple avec le stylo qui s'est bien plié d'ailleurs, comme ça c'est du plastique. Et ça se plie très très bien. Ou d'ailleurs, par exemple, un sac en plastique, quand vous faites vos courses, ça se plie beaucoup beaucoup. On peut plus facilement d'ailleurs déformer un sac en plastique qu'une barre en fer. Le plastique est aussi résistant à la corrosion. Donc même ça s'applique pas dans le contexte de l'espace, mais je considérais bien faire mes recherches sur le plastique parce que ça peut bien s'utiliser dans le contexte de l'espace. Ensuite, la dernière chose qu'on va parler, c'est comment s'organiser pour votre projet. Donc il y a différentes astuces sur comment organiser une stratégie et je vais vous donner quelques astuces. Donc ce que je vous propose de faire, premièrement, c'est élire un chef responsable dans votre groupe en formant une élection. Donc ceux qui veulent être un chef devraient être élus par une majorité dans votre groupe. Ensuite, une autre astuce, c'est organiser un emploi du temps pour bien organiser les tâches que vous allez devoir faire et bien avancer à travers le projet. S'assurer aussi que vos dates limites pour ne pas être trop lent dans votre production. Donc avoir des dates limites pour votre projet. Donc par exemple, je veux que le dessin technique soit fini dans 1 semaine et demie, comme ça. Ou je veux que le rapport soit fini 5 jours avant ma présentation finale. Donc ça serait quelque chose qui vous aiderait dans votre progression à ne pas prendre de retard et à bien s'avancer, bien s'organiser. Aussi, une autre astuce, diviser les tâches en petites équipes de 2 ou 3. Ça, je vais en parler juste après. Je vais vous donner un modèle exemplaire de ce que vous pourriez faire pour votre projet. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce modèle, mais c'est quelque chose que je vous recommande. Ensuite aussi, avoir un ou plusieurs buts pour s'assurer que tout le monde va dans la bonne direction. Ça, c'est très important, c'est s'assurer que tout le monde dans l'équipe va dans la bonne direction. Si quelqu'un a une idée complètement différente du projet, que le modèle qu'il a dans sa tête est complètement différent de tout le monde dans l'équipe. Ça va ralentir le projet, vous n'allez pas atteindre les mêmes buts et vous allez devoir communiquer et prendre beaucoup plus de temps à réparer ces erreurs. Donc je vous assure, au début du projet, avoir un but où tout le monde est bien compréhensible et va s'assurer de travailler seulement pour ce but. Dernièrement, avoir des rendez-vous hebdomadaires, donc chaque semaine, pour savoir où en sont les autres dans votre équipe et comment il faudrait progresser. Donc s'assurer que garder une bonne communication entre le projet, entre tout le monde qui travaille sur le projet, et s'assurer qu'il n'y a pas de retard ou que par exemple quelqu'un ne travaille pas ou que quelqu'un travaille trop ou justement que tout le monde travaille bien sur le même but. La communication, c'est très 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 important. Dernièrement, je vais vous parler du modèle que je viens juste de mentionner, un modèle que vous pouvez utiliser pour les différentes sous-équipes, pas juste avoir un chef, mais aussi avoir d'autres personnes responsables pour de différents rôles. Donc le voici. Premièrement, il aura bien évidemment le chef. Donc le rôle qu'il tiendra, c'est être responsable de coordonner le projet, s'assurer que le projet va dans la bonne direction et n'est pas en retard, que toutes les équipes ont au moins une personne travailler dans ce rôle précis, que tout le monde dans l'équipe a le même but en tête, ça reprend ce que je viens juste de dire, que tout le monde doit avoir le même but en tête, s'assurer une bonne communication à travers l'équipe. Ensuite, deuxièmement, il y a les chercheurs scientifiques. Eux, leur rôle, c'est d'être chargé de faire les recherches environnementales sur le problème en question. Ensuite aussi les conditions extrêmes de l'environnement, donc par exemple, si vous construisez une machine qui va s'approcher d'un volcan, s'assurer qu'il pourra survivre la température extrême à côté d'un volcan, ou même les gaz qui s'échappent d'un volcan, ça c'est très important. Dans l'espace, comme j'ai mentionné avant, il y a beaucoup de conditions extrêmes, il va falloir faire un peu de recherche pour ça. Et aussi les autres solutions prises en main pour arrêter ce problème. Donc ça, les chercheurs scientifiques vont voir si d'autres organisations ont réfléchi à résoudre sur ce problème pour en prendre inspiration. Ensuite, troisièmement, il y a les chercheurs d'ingénierie, chargés de faire les recherches nécessaires pour trouver le matériel capable de survivre les conditions extrêmes. Donc après avoir analysé et réaliser les conditions extrêmes de l'espace,
il va falloir connaître le matériel qu'on va pouvoir utiliser pour construire notre machine. Ça demande beaucoup de recherche, donc au moins avoir une ou deux personnes pour cette équipe, et c'est assez compliqué. Donc si vous êtes capable de me donner une bonne liste de matériel, franchement, bravo. Ensuite, quatrièmement, il y a les artistes techniques, donc ça, chargé de faire le dessin technique et d'organiser la construction du modèle que vous allez réaliser. Donc s'assurer qu'ils vont bien suivre toutes les règles des dimensions et des lignes sont bien suivies et bien utilisées. Et aussi ensuite pour le modèle, parce que ça j'imagine ça va être très compliqué de le faire pendant la pandémie, dû au fait que vous ne pouvez pas travailler côte à côte et que les moyens de communication ne sont pas toujours très utiles. Et dernièrement, il y a les écrivains techniques. Donc ça c'est très important. Aucun projet dans l'aérospace a été réalisable sans les écrivains. Eux, ils vont être chargés de créer le rapport sur le progrès du projet, de bien organiser le rapport pour la proposition d'idées en assimilant toutes les recherches et les avancées techniques et de créer une belle présentation. Pour tous les projets, il faut les écrivains parce qu'ils sont là pour documenter les différentes parties du projet. Si par exemple, à un moment du projet, vous avez fait face à un obstacle, et ben, comment est-ce que vous avez fait pour résoudre cet obstacle? Ça c'est très important parce que ça peut aider d'autres personnes qui vont faire ce même projet à les inspirer et aussi montrer que c'est bien votre idée seule. Maintenant, après cette très longue présentation, j'imagine que si vous avez plein de questions, de les écrire sur les commentaires en bas de cette vidéo. Je vais essayer de les répondre les plus rapidement possible. Ou sinon de parler avec votre professeur. Donc à vous de jouer, bonne chance et à plus tard.